Alors, bonjour à vous et bienvenue pour une nouvelle entrevue avec Expert Confiance. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque. Je vais vous inviter à suivre avec moi cette entrevue qu'on va faire avec plaisir, avec joie. Et vous allez voir, il va y avoir des pépites, j'en suis certaine. C'est pour cette raison-là que je vous invite tout de suite à venir rencontrer avec moi Nassim Kéri qui est avec moi. Bonjour, bonjour Maxime. Comment tu vas, Nassim? Super bien, en pleine forme. Et toi? Très, très bien. Et comment ça va par chez vous? Ah, magnifique soleil, déjà une victoire de Coupe du Monde. Ah, tout brille et Côte Vendée de plus. Tout est beau. Même au Québec, on a entendu parler de votre victoire. On fête avec vous. Hmm. Inattendu, mais en tout cas, c'est magnifique, belle ambiance. En tout cas, c'est époustouflant. Donc, on partage le magnifique sourire, cette joie, cet instant de bonheur. Donc, magnifique. Alors, tu as suivi la coupe? Un petit peu, ouais. Mais bon, à la base, je ne suis pas très football. Bon, même si j'ai joué dans mon enfance un petit peu, j'avais essayé même quasiment de faire une carrière professionnelle. Mais avec du recul au jour d'aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de distance déjà. Je voyais déjà maintenant avec une autre vision de ce que j'avais vu auparavant. Et ce qui est magnifique avec ce contrat, c'est quand même en regardant les matchs aujourd'hui, euh, on voit déjà le progrès qu'il y a. Déjà, même cet aspect de progrès, ça permet déjà de se distancer du sommet. Et c'est ça qui est super. Et en ayant cette distance comparée à avant, ben, ça ne peut être que beau, ça peut être que vraiment une belle expérience au lieu que ce soit. En général, je fais particulier allusion à la résilience. C'est surtout ça parce que je parle de ça parce qu'en fait, au football, c'était un de mes premiers échecs hein, parce que j'avais fait mes preuves en centre de formation. Et avec le temps et en même temps avec l'âge aussi, donc ça m'a permis de le voir déjà sous un autre angle. Et aujourd'hui, en regardant la Coupe du Monde, je regarde avec plus de joie et de plaisir avec les copains et plus pour m'amuser que par rapport à l'aspect de compétition. Très bien. Alors, je vois que ta lunette d'approche a changé aussi. Alors, c'est très, très bien. C'est très positif et tu prends ça vraiment euh, avec sourire quand même, tandis que d'autres personnes auraient peut-être vu ça d'une autre façon, d'un autre angle. Ben, moi, j'ai connu ça aussi, donc je suis passé par là également et j'ai traversé également ce passage obligé. Et en même temps, quelque part, en passant par là, en même temps, ça permet déjà d'avoir cette preuve d'empathie à l'égard des autres, parce que en même temps, ce qu'ils traversent, c'est ce que l'on a traversé forcément nous à travers différents challenges. Et en ayant cette distance et cette compréhension à l'égard de l'autre, ben, ça permet déjà d'avoir de meilleures réponses et plus appropriées. Par exemple, en utilisant des mots à caractère beaucoup plus positif, beaucoup plus agréable, des maîtres mots comme proposer, inviter, demander, même partager pour quasiment créer le lien et la connexion avec l'individu. Et ça permet déjà d'avoir cette compréhension dans les deux sens. Comme ça, en même temps, l'interlocuteur se sent compris, se sent connecté, il s'identifie quelque part à la personne qui a vécu l'expérience. Et en ayant cette attitude et ce comportement à l'égard des interlocuteurs qui vivent ce genre de challenge, eh ben, ça permet quelque part de pouvoir après apporter de manière plus agréable des réponses et même ça peut même aller au-delà de ça une fois que après il expérimente, il voit même déjà du résultat beaucoup plus positif euh, comparé à ce qu'il attendait. Excellent. Alors, d'entrée de jeu, je vois qu'on est déjà parti sur le sujet, mais faisons quand même les choses avec éthique et politesse. Alors, peux-tu te présenter aux gens qui nous écoutent? Ben, je m'appelle Nassim Ker, je suis conférencier, coach, blogueur et infopreneur. Et bon, je dis là, ce que j'ai mis en avant là déjà dans cet aspect introductif, c'est j'ai parlé principalement de mon activité de coaching. J'accompagne des gens principalement à sortir de la dépendance affective. Mais je me dis surtout coach inspirationnel. Je dis pas coach de vie parce que coach de vie, ben, on peut vivre très bien ensemble, mais aussi bien les uns sans les autres. C'est pas forcément moi qui a dit ça, mais c'est surtout une de mes mentors que j'avais déjà interviewé assez récemment. Et quelque part, en étant déjà dans ce cadre d'apprentissage de celui qui vit l'expérience et également de nous-mêmes, ben, les gens restent toujours dans cette dynamique d'apprentissage, de partage, bien sûr, également de ce que j'ai dit tout à l'heure. Et moi, mon but, c'est vraiment d'accompagner l'autre à alchimiser son existence, de cet art de transformer ce plomb en or pour vivre déjà la vraie version de sa vie et vraiment
de, de les vivre vraiment et en les faisant propager également à d'autres. Je trouve ça très intéressant parce que quand tu dis je me considère pas et je me présente pas comme un coach de vie, je trouve ça très intéressant parce que les gens souvent réagissent quand on va mélanger les deux mots ensemble, qu'on va vraiment les interrelier. Coach, déjà là, ça passe, mais des fois avec un peu de réticence. Et quand on rajoute vie, c'est comme si la personne avait comme message, écoute, est-ce que j'ai manqué ma vie? Est-ce que si je te parle, est-ce que c'est vraiment que je suis à côté de la traque? Est-ce que donc, vraiment, les gens ont envie d'être beaucoup plus réticents. Nancy, ce qui est intéressant justement en parlant de coaching, c'est que ça va même encore un peu plus loin que l'aspect coaching. Parce qu'on a souvent tendance que parfois le coaché, la personne qui est coachée, eh ben, il regarde le coach comme si à la limite il était sur un piédestal. Alors que moi, justement, avec les gens que je coach, ils le savent très bien, c'est que c'est à la base, c'est une conversation d'humain à humain. Et qu'on se met quelque part sur un même pied d'égalité parce que déjà, même si le coach a déjà vécu l'expérience qu'a vécu la personne qui subit je ne dis pas subir, mais qui vit les challenges, eh bien, quelque part, en termes d'identification et tout ça, bah, ça permet quelque part de se mettre au même niveau et qu'à la base, c'est une conversation, c'est un échange. Voilà, telle conversation. Moi, voilà, je ne me proclame pas avoir toutes les réponses aux questions. Ça peut arriver parfois aussi que je n'ai pas forcément la réponse. Donc, je peux toujours préconiser, suggérer, inviter à aller chercher par elle-même, de tester. Et jamais je demanderai à me croire sur parole que ça, c'est l'outil le plus magnifique. Bien au contraire, je le dis toujours, et ça, c'est l'une de mes valeurs qui est quand même assez importante, c'est l'humilité. J'en fais pas non plus après un excès, mais c'est surtout vraiment avoir cette humilité à l'égard du coaché pour qu'il puisse sentir non seulement à l'aise, confortable, pour qu'il puisse en même temps s'exprimer avec bien sûr ses mots à lui, qui exprime ses mots MAUX et également bien sûr ses idéaux, comme dirait Martin. Donc, ben, c'est comme ça parce que moi, j'accompagne les gens que je coach et dans le but qu'ils puissent retrouver leur autonomie affective, qu'ils puissent quasiment vivre une meilleure vie et qu'ils puissent quasiment atteindre ses objectifs et qu'ils puissent également aussi passer de timide à plus extraverti. Après, tout dépend en fait comment chacun traverse les challenges et même après, ça peut être aussi problème de communication. Et bien sûr, moi, après, j'apporte des clés, des différentes clés et c'est comme ça qu'après, les gens que je coach, ils se retrouvent avec un résultat de plus en plus positif. Je trouve ça très intéressant et je m'identifie énormément à la façon que tu l'expliques. Je trouve que c'est une belle façon d'approcher le coaching et de le présenter aux gens aussi qui pourraient avoir un certain intérêt ou ressentir un besoin, en fait. C'est d'humain à d'humain. Je te présente ce que moi je connais, je te présente ma vision des choses, je te présente les faiblesses que j'ai eues et comment je les ai transformées en force. Alors, je trouve ça vraiment intéressant. Mm-hmm. Ben, en tout cas, ben, après, ça émane bien sûr de mon expérience personnelle, hein, parce que moi, j'ai quand même vécu des challenges. Plus principalement, comme tu as pu voir sur mon site, c'est la dépendance affective. C'est vraiment le cœur de mon challenge. C'est celui qui m'a vraiment le plus marqué, parce que moi, je l'ai vécu dans différentes formes. Il faut savoir aussi que je suis né, en fait, avec la peur du rejet et de l'abandon. C'est pathologique, hein, c'est issu de mes parents, du contexte historique de mes parents. Alors moi, après, j'ai également, voilà, je me suis imprégné de leur peur et j'ai vécu avec par défaut et sans m'en rendre compte. Hein. Et après, c'est dès l'âge de 16 ans où j'ai fait la grande rencontre avec la dépendance affective. Et c'est comment ça a commencé avec l'obsession amoureuse. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une fille qui me plaisait et comme en plus, j'avais pas forcément beaucoup de relations, j'avais pas forcément de succès avec les filles à l'époque, quand j'étais adolescent, eh bien, la personne qui avait porté intérêt à mon égard, j'avais ce désir d'aller plus loin. Et du jour au lendemain, je ne l'ai plus revu, du tout revu sur ma route. Alors, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était de parcourir toute la ville pendant 5 mois et demi à la chercher. Et en plus, c'était dans les années 2000. Hein, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone portable venait à peine d'arriver, il n'y avait pas le GPS, tout ce qu'il y a comme technologie au jour d'aujourd'hui. Et je me suis donné bec et ongle pour la retrouver, pour qu'elle me dise qu'elle allait se marier. Et depuis après, là, c'est là où j'ai vraiment été très bactère, j'étais vraiment au bout du rouleau et vraiment à l'extrême. Mais heureusement qu'il y avait quand même beaucoup d'ingrédients comme ma passion qui est la danse, qu'il y avait aussi après le fait que j'avais aussi des occasions de monter sur scène, faire des spectacles, des compétitions.
qui m'a vachement aidé à garder la tête debout parce que sans ça, je pense que ça aurait été très pointu et encore beaucoup plus développé parce que aussi j'ai fait quand même des crises, hein, de la dépression, des crises de suicide. Également, j'ai développé d'autres dépendances hein, comme la drogue, l'alcool, les excès, le déséquilibre sexuel également, la malbouffe, les jeux vidéo. La malbouffe, c'est la malnutrition, bien sûr. Je me suis nourri, mais vraiment de manière compulsive, sans plaisir. Donc, je vivais comme ça par défaut. Et le jour où je me suis rendu compte que je souffrais de dépendance affective, c'est que je me suis retrouvé à répéter les mêmes erreurs que quand j'avais 16 ans. Mais là, cette fois, c'était purement en ligne, c'était sur Internet. Et c'était à peu près le même contexte, mais sauf que je suis rentré dans un cadre non réciproque. Et cette non-réciprocité, c'est là où ça a créé un conflit. Et ce conflit-là, c'est ça qui a été la plus grosse gifle que je me suis ramassée. C'était là où j'ai découvert que je souffrais de dépendance affective. Bien sûr, après, il y a énormément d'ingrédients dans lesquels j'ai aussi fait face par rapport à cette dépendance. C'est qu'après, je m'attache aussi beaucoup aux autres. C'est qu'après, il y avait du malaise, des problèmes de communication également, parce que aussi, je souffrais d'handicap mental. Je n'ai pas forcément après fait une scolarité ordinaire. J'avais été suivi après par une école spécialisée. Et ils m'ont diagnostiqué en fait un handicap de compréhension. Alors que le vrai problème, c'était un handicap de communication. C'est que je ne savais pas communiquer avec moi-même. Et en gros, ce qu'on m'enseignait, c'est que je devais donner aux autres alors que je n'étais pas capable de donner à moi-même. En gros, j'étais plus au service de l'extérieur plutôt qu'au service de l'intérieur. Et ça, je ne l'ai pas forcément appris. Et de là, justement, où j'ai eu cette prise de conscience de la dépendance affective, et j'ai commencé à travailler sur moi-même. Et c'est de là que j'ai commencé à obtenir de plus en plus de réponses à mes questions. Bien sûr, je suis passé par la PNL, je suis passé par l'amélioration de la communication. J'ai réappris après à me connaître davantage. Après, c'est de là qu'après, le fil en aiguille, tout s'est déverrouillé et qui m'a permis à présent d'obtenir un résultat. Et de là, j'ai commencé à atteindre mes objectifs, comme sur l'aspect physique, sur l'aspect au niveau sportif, sur l'aspect nutritionnel également. Et après, de là où j'ai vraiment eu, la question suivante, c'était après. Et quand j'ai eu après, je me suis retrouvé en gros comme si j'avais gagné la Coupe du Monde et que pendant 10, 15, 20 ans, ça rouille et ça devient… Après, il y a de la poussière autour. Je me suis dit, ça serait dommage de faire pareil avec le potentiel. Mon potentiel, c'est quand même, je me suis dit que voilà, ça ne méritait pas sa place de la même façon qu'un objet. Et j'ai décidé de les mettre à contribution et au service des autres. Et c'est de là où je me suis mis à aider les personnes à sortir de la dépendance affective, parce que je ne le fais pas aussi par hasard, parce qu'à l'époque, quand je souffrais de dépendance, je me suis retrouvé à aider des filles et garçons à sortir des relations toxiques. J'ai bien sûr aidé, je ne vais pas dire aidé, mais j'ai accompagné un de mes meilleurs amis qui a vécu l'obésité et j'ai réussi. Je ne vais pas dire que j'ai réussi, mais c'est plutôt lui qui a réussi à retrouver son poids santé. Il a eu quand même une adolescence quand même maudite, hein, parce qu'avec quand même 120 kilos et au jour d'aujourd'hui, maintenant il y a déjà 10 ans qu'il est marié et qu'il a eu un enfant et qu'il se retrouve avec son poids santé. Donc, ça a été l'une de ses plus belles victoires et pourtant, je n'avais pas fait grand-chose pour l'accompagner, mais néanmoins, déjà, il avait quand même eu du résultat. Et également, j'avais accompagné encore d'autres personnes qui sont aussi entrés dans des relations toxiques. Il y en avait des gens qui étaient aussi passés par des crises de suicide. Et j'avais quand même beaucoup de chance parce que j'ai utilisé des très bons mots sans m'en rendre compte. Et je n'ai même pas cherché à réfléchir, à comprendre. C'est d'ailleurs justement l'aspect spontané, quand les mots sortent de manière spontanée, c'est de là où vraiment on se rend compte qu'on est vraiment connecté avec la personne. Il n'y a pas de s'organiser, calculer, tout ça. Ça part vraiment de soi et c'est de là d'où vient la bonne foi. Et justement, en ayant appris à m'écouter moi-même, à me connecter vraiment avec la tête, mon cœur et mes tripes, ça m'a permis déjà d'être non seulement dans l'amour, dans la gratitude et de vouloir retransmettre cette dynamique en contribuant aux autres et vraiment en leur apportant ce que moi j'ai réussi à obtenir, réussir entre guillemets, pour ensuite les mettre au service des autres. Mais comment on pourrait reconnaître, Nassim, dans notre vie qu'on pourrait être dépendant affectif? C'est une très bonne question. Parce que la dépendance affective, en fait, si tu vois c'est quoi, c'est un cœur. Oui. C'est un petit peu l'art de chercher à l'extérieur ce qu'on a déjà à l'intérieur. Je m'explique. Ça, c'est ce que l'on voit tous. Mais très souvent, on va le chercher alors qu'en fait, il est déjà là. Donc, c'est un petit peu cette manière-là. Et ce phénomène, eh ben, il a des répercussions. Enfin, ça fait cultiver le manque de confiance et d'estime de soi. Et ça m'a demandé quand même un certain temps de le comprendre, même en tant que coach.
parce que justement, je me suis beaucoup retrouvé dans le manque de confiance, d'estime, de timidité, même si je suis quand même à la base quelqu'un d'extraverti qui aime la scène et qui aime s'exprimer de manière physique. À la base, comme je disais tout à l'heure, j'avais quand même beaucoup de difficultés de m'exprimer de manière verbale. Et quand j'ai commencé à l'apprendre, à bien associer tout ça, ben, c'est là où après tout est sorti, l'énergie, tout ce qui va avec. Et il y avait vraiment un effet de genre, comme je disais, le fait de pouvoir rattraper quelque part un peu le temps perdu, mais même à la limite, c'est pas un truc qui me traverse l'esprit, mais néanmoins, toute l'énergie ressort et c'est là après que ça se retransmet. Et pour vraiment, quand on reconnaît la dépendance affective, c'est que quelque chose ne va pas. Il y a des répercussions, des conséquences. Quelque part, il y a des problèmes irrésolus. Il y a aussi, on reconnaît aussi à travers les 5 blessures principaux, telles que le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Et ça, ce sont des points qui ont des relations de cause à effet très puissantes, surtout quand on parle de ça. En général, on fait allusion surtout à l'enfant intérieur. Oui. L'enfant intérieur, dans lequel il y a quand même des problèmes d'autrefois qui n'ont jamais été résolus, donc par conséquent, qui nuit non seulement à l'aspect psychologique et à l'aspect même physique. Et c'est de là qu'après, ça génère des distorsions dans la relation avec soi-même, dans la relation avec l'environnement, dans la relation avec les autres et même dans le couple. Et c'est là qu'après que ça génère un désordre quand même conséquent, même dans toutes les sphères de la vie de la personne. Il est possible aujourd'hui de pouvoir créer ce détachement. Mais après, les gens se demandent comment et aujourd'hui, il y a énormément de solutions. Je dis ça parce qu'à l'époque, quand j'étais à travers ce problème, dans la dépendance affective, j'ai cherché de l'aide à l'extérieur, mais partout. Même à travers les psys. Les psys, ils m'ont tous rejeté. Désolé, on n'a pas les compétences pour t'aider. Désolé, tu n'as rien à faire ici. Il y en a même qui dormaient, ils attendaient que je m'en aille. Et d'autres qui ne m'apportaient pas de réponse à mes questions. Alors, c'est de là qu'après, je me suis vraiment senti rejeté et abandonné. Quelque part, je l'ai bien attiré. Et quelque part, ce qui a été super dans mon expérience, c'est que ça m'a fait développer surtout l'autonomie. Et ça, c'est l'une des clés qui m'a aidé à sortir de cette dépendance. Et déjà, si c'est possible pour moi et même pour beaucoup d'autres qui ont pu sortir de la dépendance affective, c'est aussi possible pour vous qui nous regardez. Et bien sûr, hein, il y a encore toujours des petits résidus quelque part, c'est pas parfait, mais néanmoins, ça vaut le coup. Alors, on sait qu'on peut s'en sortir si on est dépendant affectif. On sait qu'il y a une lumière au bout du tunnel. La personne peut s'en sortir, elle aussi. Tout à fait. Après, c'est une question de… Après, il suffit déjà… Tout commence par une prise de conscience. Oui. La prise de conscience, c'est là-bas. C'est déjà de se rendre compte que oui, il y a un problème et que ça ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas la faute des autres. Et quelque part là aussi, cette prise de conscience engendre le sens de la responsabilité, être 100% responsable. Ce n'est pas la faute du voisin, ce n'est pas la faute de l'environnement, ce n'est pas la faute du gouvernement, ce n'est pas la faute de un tel. Ce n'est pas une question de faute tout court déjà. Déjà, justement, il y a beaucoup d'amalgame avec l'aspect responsabilité et culpabilité. Les tribunaux, ils sont payés pour désigner des coupables. Alors donc, pourquoi on va travailler pour eux? Alors que déjà, nous, en tant qu'êtres humains, voilà, être responsable, ça veut dire être capable de répondre de ses actions. Et ça, c'est d'ailleurs très souvent mal compris et c'est très souvent, après, je ne sais pas comment ça se passe au Canada, mais ici en France, très souvent, il y a un amalgame entre responsabilité et culpabilité. Et justement, quelque part, moi, avec les gens que je coach, je leur dis souvent de faire la distinction entre les deux parce que être responsable, ça veut dire être capable de répondre, de donner une réponse de ses actions et de l'assumer. Et pas après d'essayer de chercher une fuite comme si on essayait d'éviter quelque chose ou de se reprocher quelque chose. Et souvent, parfois, ce qui s'exprime, et c'est ça qui fait l'amalgame, c'est la peur des conséquences, la peur de la réaction des autres. Justement, c'est le côté timide et quelque part le côté enfant. Et justement, la dépendance affective, on retourne toujours sur l'enfant et on oublie le fait de comment vraiment devenir adulte, c'est-à-dire vraiment avoir le comportement approprié face à un challenge, une épreuve, et comment après avoir plus de réponses claires aux questions, même déjà aux questions bien posées, bien sûr, parce que parfois il peut y avoir des questions mal posées et chercher le mauvais problème au lieu que ce soit le bon problème, entre guillemets, je dis bon problème, mais plutôt la bonne question pour justement y remédier de manière la plus convenable et la plus
comment dire, celui qui a le plus de sens Oui, pour ensuite, après, vraiment aller dans la bonne direction au lieu d'aller dans le sens contraire. Parce que justement, après, beaucoup de gens prennent le sens contraire de ce qu'ils veulent parce que déjà, non seulement ils parlent beaucoup de ce qu'ils ne veulent pas, oui. on se retrouve à mener des challenges qui ne sont pas les leurs. Et quelque part, bah, c'est pour ça qu'après, ils se retrouvent un petit peu en dehors de leur champ de vision. Et c'est ça après qui entretient le manque de confiance et le manque d'estime. Oui, exactement. C'est chercher, dans le fond, la mauvaise raison, la mauvaise issue pour être capable de s'en sortir sans trop d'égratignure. Exactement, parce qu'après, ça fait cultiver surtout, mais très souvent, parfois, c'est utilisé à sens pervers parce qu'il y en a qui vont plus chercher des excuses que des solutions. Oui. Donc, il faut essayer d'esquiver les vrais problèmes pour pouvoir, quelque part, utiliser des couvertures comme cache-misère pour justement cacher. Et c'est ça, et parfois, quand on touche là où ça fait mal, ben, c'est désagréable. Et c'est ça aussi, quelque part, qui permet de découvrir ces zones d'inconfort. Et justement, bah, le mot inconfort, il y a déjà le mot in, ça veut dire dans. En anglais, quelque part, c'est un moyen mnémotechnique dans lequel je me suis un petit peu approprié aussi pour pouvoir un peu visiter les zones d'ombre. Parce que c'est justement là où c'est intéressant, où il y a des zones à travailler, parce que quelque part, c'est des petits trucs comme ça qui fait toute la différence et après qui peut faire propulser encore plus haut qu'un simple résultat attendu. Et justement, moi, quand j'accompagne les gens que je coach, eh ben, déjà, je les incite beaucoup déjà à visiter leur zone d'ombre. Parce que à chaque fois, en disant que tout va bien, que la psychologie positive, la pensée positive, certes, c'est une qualité, mais ça ne veut pas dire ignorer les zones d'ombre. Parce que c'est important aussi, la zone d'ombre, elle a aussi besoin de lumière. Et ça, c'est important de le savoir. Mais comment les gens peuvent peut-être réagir quand tu leur suggères justement d'aller voir dedans leur zone d'ombre? Est-ce qu'il y en a qui réagissent mal ou qui ont peur d'embarquer ou qui ont peur ou qui vont couper le contact parce qu'ils se disent ça va faire trop mal ou Ben, en fait, c'est vrai que moi, là-bas, je m'en souviens de la personne dont j'ai donné l'exemple, celui qui a été obèse, qui avait quand même une certaine corpulence. Et ben, en fait, lui, par exemple, ça a été très difficile pour lui, déjà à la base, c'est qu'en plus, j'avais pas de compétences en coaching ou quoi que ce soit, entrer en communication avec lui parce que c'est un sujet sensible. oui. Alors moi, la seule chose qui m'était venue à l'esprit, c'était de lui montrer par mon exemple. Parce que moi, sachant que j'étais quand même sportif de haut niveau, je voyageais et que je faisais des choses concrètes, lui, il les voyait. Et Mm. moi, je n'avais pas comme je n'étais pas bon en communication, donc alors je me suis servi de mes actions pour lui faire communiquer de manière non verbale ce que je faisais. Lui, il le voyait. Déjà qu'il voyait que je partais à Paris, pour lui, c'est comme si je partais en Australie. Et Ah oui, autant que ça. donc, après, il le voyait, il se disait que si je le faisais, pour lui, c'était possible aussi de le faire. Et au jour d'aujourd'hui, même si quand maintenant il est marié, il a des enfants, et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, il vit en caravane et il voyage maintenant de plus en plus. En Et caravane, mon Dieu, il a complètement changé de vie. il a changé absolument de vie. J'ai même eu de ses nouvelles récemment. Il va super bien. En plus, il est entrepreneur. Et voilà, maintenant, il vit de nouveaux challenges, il part à l'aventure. Donc, c'est pas la personne qui était sur sa zone de confort que j'ai connue. Il y a un énorme contraste. Et c'est comme quoi que c'est possible. Après, mais après, une fois qu'on voit vraiment que la personne comprend que, en fait, au final, cette zone d'ombre, elle n'est pas au final si terrible que ça, ben c'est de là qu'après, la motivation, l'énergie, l'enthousiasme se réveillent pour prendre cette route et y aller à travers cette direction. Et en même temps, j'incite beaucoup aussi aux gens que je coach de vraiment de rester bienveillant à l'égard des exemples qu'ils ont autour d'eux. Parce que aussi, l'environnement, il faut dire aussi que c'est quand même puissant et que de cesser de se concentrer sur des exemples qui ne sont pas les leurs. Par exemple, s'ils veulent, par exemple, avoir plus de confiance, très bel exemple. Voilà, ils ne vont pas côtoyer des gens dans lesquels ils n'ont pas confiance en eux ni aucun estime. Ils vont côtoyer des gens qui ont beaucoup de confiance et beaucoup d'estime. Et c'est comme ça qu'ils vont s'imprégner de leur énergie parce que aussi avec le temps, je suis de plus en plus sensible aux énergies. Et il y a de ça aussi. Et après, ça va bien sûr, avec le temps, il y aura toujours des échanges, des questions, des réponses et tout ça, ce qui va créer une communication. Et de par ce fait de communication, cette énergie, eh ben, ça va avoir un impact considérable sur la personne, sur les croyances et bien sûr,
avec l'effet de répétition, ça va créer une habitude. Et après, avec l'habitude, ça va devenir une seconde nature. Exact. Donc, c'est d'y aller étape par étape et c'est vraiment idéalement de se faire accompagner pour ne pas se décourager en chemin aussi quand c'est des étapes plus difficiles. Justement, moi, de mon contexte historique, j'avais tant envie d'être accompagné par les psys. Mais comme personne ne voulait m'accompagner, donc oui, effectivement, j'ai attiré le rejet. Et ben justement, c'est de là où après, je me suis vraiment rendu compte, hein, même malgré que je me suis démené par moi-même, et après en ayant trouvé des outils par moi-même, en ayant testé, de là que j'ai obtenu des réponses à mes questions, je me rends vraiment compte de l'importance d'être coaché, accompagné. Et c'est comme ça qu'on progresse très, très vite. C'est bien même avec les livres, les audios, avec tous les outils qu'il y a au jour d'aujourd'hui. On a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de chance. Et je suis vraiment content que ça existe à présent parce que ça a énormément rendu service à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont changé leur vie et qui ont quasiment impacté les croyances de beaucoup d'individus dans le monde entier. Et comme quoi que c'est possible. Et que si en 2001, j'aurais trouvé ces outils, j'aurais été le premier à m'inscrire sur tous les programmes qui parlaient de dépendance affective, de développement personnel, de confiance, d'estime, de PNL. J'ai exploré tout ça et au jour d'aujourd'hui, je continue encore à apprendre. Je ne me contente pas après du minimum parce que moi, j'essaie toujours de continuer à apprendre même ce que je connais parce que il y a une phrase d'ailleurs qui dit que tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Et c'est important de ne jamais prendre les choses pour acquis. Et d'ailleurs, une de mes mentors, justement, qui vient du Canada, elle s'appelle Stéphanie Milo. Oui, je connais très bien. Voilà. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou au passage parce que, en partie, c'est grâce à ses enseignements que, au jour d'aujourd'hui, je fais ce que je fais parce qu'elle m'a beaucoup apporté justement par le biais de ses programmes. Wow. Et comme quoi que, au final, quand après on change les croyances des individus, après ça amène vraiment à… Déjà, on voit déjà au bout de quelques années, déjà on voit qu'on n'est vraiment pas la même personne que l'on était. Et même déjà en l'espace d'une semaine, d'un mois, on le voit les contrastes, même s'ils sont minimes, mais ça a son importance. C'est vraiment bien. Alors, de travailler sur soi, c'est faisable, c'est possible. C'est pas facile, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, mais on peut y arriver, puis il y a des outils qui sont sur place. Fait que c'est ça qui est vraiment rassurant de savoir que, comme tu dis, aujourd'hui, on a plus d'outils, on a plus de ressources. C'est d'aller les chercher ici. Fait que toute personne qui est prête à faire une évolution a quelque chose à portée de main. Exactement. Et justement, comme certainement plus, toi, tu parles beaucoup de confiance, comme je peux voir, comme tu as quand même une certaine expertise dans ce domaine. Beaucoup de gens vont quand même s'identifier, se retrouver quand ils se retrouvent dans une situation dans laquelle ils n'ont pas forcément confiance en eux. Parce que la confiance, c'est quelque chose qui ne s'acquiert pas en l'espace de 5 minutes. Ça demande du temps et de la patience et de la persévérance. Et c'est 3 éléments dans lesquels je fais sens parce que c'est ce que ça m'a demandé. Parce que moi, à la base, j'étais quelqu'un de très stressé, rapide et tonique. Que moi, je voulais tout de suite. Et je me suis retrouvé qu'au final, que quand je tombais par terre et qu'après, c'était difficile à se relever, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de m'accorder du temps. Et justement, après aussi, après, avec les mises en application, j'ai surtout aussi appris à me reposer et à me faire plaisir. Parce que c'est bien aussi de passer à l'action, mais c'est aussi bien de se reposer et de souffler, de respirer, de méditer. C'est des choses à la base que je ne connaissais même pas il y a déjà 2-3 ans. Et je les ai découverts et je les ai implémentés et ça a multiplié mes résultats. Et bien sûr, c'est aussi ce que je préconise toujours aux gens que j'accompagne. C'est aussi, bien sûr, également, on est quand même des êtres humains, on a tous 168 heures dans une semaine et on a aussi le droit de se reposer. Et donc, c'est important aussi de mélanger les énergies. L'énergie, bien sûr, positive, tonique et active, et aussi l'énergie contraire, c'est-à-dire vraiment le repos, le calme et la bienveillance surtout envers soi-même. Oui, je pousserais même un petit peu plus loin avec quand tu disais qu'on peut observer ce qu'on a réussi à faire, on peut voir notre évolution tranquillement aussi. Des fois, ça fait des gros bons géants aussi. Mais
Quand on s'aperçoit peut-être d'une amélioration, d'une petite victoire, pas oublier non plus de la souligner, de la fêter, d'être fier de soi, puis de l'extérioriser. Pas nécessaire de le faire devant tout le monde, d'aller sur une scène puis de l'extérioriser, mais tu sais, une petite tape sur l'épaule ou yes! Je pense que c'est important aussi pour le cerveau. Merci beaucoup, Nancy, de souligner l'importance de se récompenser parce que moi, justement, à la base, j'ai quand même un vilain défaut, c'est que moi, à la base, je suis quelqu'un qui a du mal à se récompenser parce que je suis très exigeant. Et justement, je le reconnais parce que euh, je dis ça avec beaucoup d'humilité parce que j'ai quand même traversé ça. Parce que tellement que pour moi, les résultats, le fait d'aller au sommet, c'était mon désir brûlant, et ben, j'oubliais quelque part de marquer le coup. Mais j'ai réappris à me récompenser. Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses que je travaillais en même temps, parce qu'il y avait aussi le corps physique, il y avait aussi le fait de changer mon alimentation, il y avait quoi d'autre encore que j'apprenne aussi, bien sûr, à me développer, à communiquer et tout ça. Bien sûr, que je apprenne aussi à lâcher prise avec les excès d'activité. Parce qu'auparavant, comme j'étais aussi sportif de haut niveau, je m'entraînais tous les soirs sans exception et j'étais très sévère à ce niveau-là. Quelque part, quand j'arrivais après à me reposer, à me détendre, j'avais oublié, je dis entre guillemets, oublié de me récompenser. Ouais. Une victoire, c'est important de marquer le coup et je commence de plus en plus à implémenter ça dans ma vie parce que c'est important aussi de savoir se récompenser et de marquer, même ne serait-ce que sur l'aspect psychologique, voilà, de me faire plaisir et tout ça. Justement, maintenant, là, de plus en plus, je me récompense. Je sais aussi dire stop. Et j'ai compris, ça émanait de quoi? Ça émanait en fait de la malcompréhension de la procrastination. Parce que parfois, quand on a l'impression de se reposer, on a l'impression de procrastiner. On a tellement les meilleures idées qui nous arrivent que bim, si je passe pas à l'action, je vais avoir l'impression de procrastiner. Et très souvent, c'est mal compris. Et parfois, il peut y avoir un quiproquo par rapport à ça. Et le truc, c'est vraiment de ne pas tomber dans ce genre de piège. Alors que quand c'est le moment de se reposer, on se repose. Savoir aussi éteindre toutes sortes de distractions, téléphone, ordinateur et tout ce qui peut après. C'est vraiment le calme. C'est savoir quelque part apprendre à ne rien faire. Mais bien rien faire. Ouais, ne bien rien faire, exact. C'est exactement ça. Et ça peut être aussi une récompense. Mais après, comme je dis très souvent, et d'ailleurs ça c'est l'une de mes phrases, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La meilleure réponse, c'est la vôtre. Oui, j'adore ça. Hey Nassim, tu es revenu quelques fois sur le fait que tu as déjà été un compétiteur, un sportif de haut niveau. Ça m'a accroché dès le début, ça m'a intrigué. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus en détail? Bien sûr. Alors oui, quand j'ai traversé la dépendance affective, j'avais beaucoup de chance parce que c'est un truc que je venais à peine de commencer. C'est du breakdance, j'en ai fait pendant maintenant quasiment 20 ans. Et c'est l'endroit où j'avais vraiment beaucoup de points positifs. C'était juste après avoir abandonné le football, justement. Et en ayant fait j'ai commencé à la base par danser dans les cercles, dans les soirées, dans les soirées, dans les discothèques et tout ça, à la base. Et j'avais toujours du retour, du feedback positif. Après, au fil du temps, au fil en aiguille, j'ai vu que c'était vraiment fait pour moi. Et de là qu'après, je me suis connecté à l'entraînement, à faire des spectacles, à faire des compétitions, après même à voyager aussi, parce que c'est en partie aussi grâce à ça que j'ai pu quand même après partir un petit peu partout en Europe. Je suis parti quand même en Allemagne, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, au Japon. Également, je suis déjà allé au Canada et je connais très bien. C'est énorme! Ouais, j'ai beaucoup voyagé grâce à ce domaine et j'ai fait des compétitions, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai créé des connexions là-bas également aussi. Et j'ai quand même, à travers ces 20 ans, surtout laissé une trace. C'est pas un énorme truc, c'est pas non plus une très grosse notoriété. Et quelque part, je suis quand même satisfait de ce parcours parce que ça m'a beaucoup apporté. Non seulement ça m'a fait surtout sortir de ma zone de confort, surtout ça m'a aidé surtout à lâcher prise avec tous les épreuves que j'ai vécues dans la dépendance affective et surtout vraiment de quelque part m'épanouir, garder le sourire, m'amuser et surtout aussi attirer les bonnes personnes parce que j'étais aussi très bien accompagné.
Et en même temps, il faut dire aussi que, j'aimerais aussi souligner ça, c'est que certes, hein, c'est super beau de vivre sa passion, mais comme le mot passion, ça veut dire souffrir avec, j'ai aussi le travers. Et ce travers-là, c'était sur le domaine professionnel. Je n'avais pas forcément trouvé des domaines de métier qui me plaisaient parce qu'à la base, je ne me voyais pas danser pour des artistes parce que je suis quelqu'un de principe. Hein. Je ne me voyais pas donner mes compétences à mettre au service de quelqu'un. Je veux que mes compétences soient à mon propre service. Et, c'est pour ça que je ne voulais pas danser pour des artistes ou faire des spectacles, bien sûr, après, à long terme parce que après, comme on dit, bien sûr, on ne va pas en vivre éternellement de ce genre d'activité. Également, après, je me suis après retrouvé bloqué dans ce genre de situation et c'est ça qu'après qui m'a mis des freins par rapport sur l'aspect professionnel. Bon, après, ça ne m'a pas non plus mis dans un embarras total sur l'aspect Incroyable. professionnel. Bien au contraire, aujourd'hui, je continue malgré tout. J'ai toujours mon niveau, je me suis toujours entraîné. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas la même motivation que quand j'avais 14-15 ans. Mais néanmoins, le niveau, il est toujours là et je m'adapte toujours aussi vite et j'ai toujours cette énergie, cette dynamique. Et c'est toujours un plaisir de danser de temps en temps dans des événements sans prévoir, de manière improvisée, par surprise. Et j'aurai toujours plaisir à faire ça, même dans les années futures. Et ça sera toujours vraiment avec beaucoup de plaisir et d'humilité. C'est quelque chose qui me rejoint quand même beaucoup parce que de mon côté, moi aussi, j'ai eu la danse qui est rentrée dans ma vie. J'ai dansé pendant 10 ans, mais en danse sociale. En social, hein. Oui, alors j'en ai fait de la compétition aussi. J'ai fait de la compétition 3 ans et on appelait ça de la danse sociale, mais sportive. D'accord. Alors, on se rejoint un peu, mais c'est un style différent. Mais en même temps, quand on parle d'aspect de compétition, et justement, c'est aussi intéressant, bah, quelque part, après, on rentre quelque part dans une forme de conditionnement. Et bon, c'est vrai qu'après, en même temps, on a besoin de savoir où on en est. Parfois, on a des outils, on fait avec. Et ce qui est super, c'est qu'on apprend beaucoup sur soi quand on Oh entre oui. à se retrouver face à différentes personnes, comment ils agissent à telle circonstance, comment après, après, on répond à tel événement, à tel fait. Quelque part, on rentre dans une forme d'accueil, d'échange, et après, de fil en aiguille, ça crée, ben, on retourne toujours à cette phase de connexion. Oh Et oui. ouais, c'est vrai que l'aspect compétition, c'est vrai que ça reste en même temps de la danse, en tout cas, quoi qu'il en soit. Il faut que ça demeure un aspect de plaisir, un aspect vraiment de partager ce qu'on connaît, de ce qu'on est capable de faire, à vrai dire. Mais ça va très, très, très loin. Dans le fond, c'est vraiment, ça va jusqu'au mindset, ça va jusque dans nos retranchements les plus cachés aussi, les zones d'ombre, veut pas, on rentre dedans aussi. Tout à fait, tout à fait. J'irai même plus loin, ça va quasiment jusqu'à l'ADN, Oh quasiment. oui. À l'ADN, quasiment. C'est ça qui va faire que, en même temps, le corps a besoin aussi de s'exprimer, c'est pas que l'aspect verbal. Et moi, Oui. moi, ça m'a énormément rendu service. Parce que sans ça, c'est vrai que je n'aurais pas eu la vie que j'ai au jour d'aujourd'hui. Parce que c'est surtout grâce à ça, non seulement, qui m'a fait développer mon sens d'audace, mon sens d'affirmation, même si ça n'a pas forcément été assez et parfait, mais néanmoins, c'était quand même présent. Et au jour d'aujourd'hui, même à chaque fois que quand j'allais sur scène, quand je vais dans les cercles ou en compétition, il y a toujours eu du positif de la part du public. Et tout part en général d'une chose, c'est pas pour rien que je dis le mot ADN, ça part surtout de l'intention. Totalement, totalement. Personnellement, je trouve que c'est la meilleure façon pour moi de m'exprimer. C'est la façon la plus pure que j'ai de dire quelque chose. Les mots, je m'en fâche pas dans les mots, c'est tout part par le corps. Le corps ne ment pas. Alors pour moi, c'est la meilleure façon de s'exprimer. Et surtout, ce qui est magnifique, hein, et comme on parle bien sûr d'amour, et quand on est dans l'amour, on est surtout dans la création. Oui, exactement, exactement. Alors c'est une passion, je pense qu'on partage tous les deux. On se retrouve, ah, ça fait vachement plaisir. On était dû pour se parler, faut croire. Avec plaisir en tout cas. Je ne cesserai d'en parler, en tout cas, on peut même y rester jusqu'à demain ou après-demain. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas. On se reparlera plusieurs fois aussi. On est sur les mêmes groupes, alors c'est certain qu'on va se recroiser, c'est sûr. C'est sûr. Mais En plus, en même temps, j'ai prévu de retourner à Montréal, donc je serai quasiment dans les alentours. Donc, ce sera ben avec oui. très grand plaisir.
C'est certain qu'on regardera pour se fixer un rendez-vous. On va pouvoir se parler en personne. Avec joie, en tout cas. Mais il me reste quand même deux petites questions pour toi. J'ai vu que tu avais une chaîne de podcast. C'est pas quelque chose qui est très commun au niveau du développement personnel et au niveau de l'industrie. Est-ce que tu peux en parler un peu? Bah, moi, à la base, le podcast, c'était fait à base de tests. Je faisais ça en guise de test. Mais moi, comme à la base, moi déjà en informatique, je suis quelqu'un de très curieux, quelqu'un qui touche beaucoup qui est curieux, qui va voir, qui veut en savoir plus. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas, parce que moi, je suis internaute depuis 2004. Et c'est en espace de 3 heures, je connaissais déjà beaucoup de choses. Wow! C'est un domaine qui me plaisait déjà beaucoup, déjà à la base. Et qu'à tel point que je me suis retrouvé de temps en temps à réparer des ordinateurs, que ce soit dans le domaine de Windows ou Mac, sans vouloir faire de publicité, bien sûr. Et bien sûr, après, en termes de logiciels, même malgré que la France a beaucoup de retard par rapport aux côtés des pays d'Amérique, je me suis senti beaucoup privilégié grâce aux atouts que j'ai développés grâce à Internet. Et même déjà, les webinaires, je connaissais déjà depuis 2010. Quelque part, après, j'avais ce goût à tester des nouvelles choses, des nouveaux formats. C'est vrai que l'aspect balado-diffusion, c'est un format pour moi qui est toujours en cours de test, mais néanmoins que voilà, quelque part, il y a quand même de l'interaction. Et quelque part aussi, le fait de multiplier les formats, bah, ça permet quelque part de rendre disponibles différents formats lorsque, par exemple, il y a des gens de jour au jour maintenant aujourd'hui qui ont des smartphones, et ben ils ont besoin d'écouter, par exemple, s'ils n'ont plus de connexion Internet, bim, après ils ont quasiment le plan B, le balado de diffusion qui peut être après, tout dépend après des plateformes, pour pouvoir ensuite les écouter, même s'ils sont offline ou hors ligne, tout dépend comment c'est dit. Moi, en tout cas, moi, je fais en sorte de multiplier mes formats pour que ça soit à disposition à maximum de gens. Et ça permet non seulement de faire passer son message de manière, de manière que ça soit le plus accessible possible. Le mot-clé, c'est accessibilité. Oui. Parce que quand même, on a quand même tous une mission de vie, on a quand même tous un message à faire passer. Je dis ça, hein, que ce soit pour des coachs, que ce soit pour des internet marketeurs, que ce soit tout type de domaine, même dans la cuisine, dans la musique, dans tout type de domaine. On a tous un message à faire passer. On a tous, quelque part, notre ingrédient personnalisé à vouloir mettre en avant. Et justement, quelque part aussi, on retrouve toujours ce domaine de confiance et aussi savoir faire confiance aux nouveaux produits d'innovation qui arrivent de plus en plus avec le temps. Et moi, j'ai toujours eu ce goût à vouloir optimiser, à vouloir faire ce qu'on fait en 1 heure, le faire en 10, en 5 minutes. Ça, tout le monde recherche ça. Et aujourd'hui, c'est à notre disposition. C'est accessible. Alors, la question que je me pose, c'est pourquoi s'en priver alors que c'est devant nous, c'est à notre portée et surtout à la portée de tous. Mais c'est très intéressant aussi comme outil parce que, comme tu dis, les gens peuvent partir en voiture, peuvent partir faire une promenade, une marche, peu importe, puis ils écoutent encore ce que tu as à leur dire, fait qu'ils vont l'intégrer d'une façon différente. Exactement, parce que en même temps, c'est bien après l'aspect vidéo, mais après on a toujours le plan B. Par exemple, s'il y a des gens qui sont dans les transports, qui conduisent et qui après peuvent pas regarder en même temps, bim, on répond à un besoin. Parce Oui. que on peut toujours après favoriser l'écoute. En parlant de communication justement, c'est vrai qu'on a aussi la tendance de s'exprimer, que ce soit physique ou verbal, mais il y a un ingrédient très important justement, c'est l'écoute. Et justement, ça permet de favoriser cet atout pour justement, quand on fait passer notre message, qu'il soit quelque part disponible pour accueillir, surtout quand il y a de la circulation, du traffic jam, surtout de plus en plus maintenant un peu partout. Donc, quelque part, c'est toujours une opportunité dans ces creux-là de pouvoir faire passer un message. Et ça, c'est toujours des petits détails. Oui, puis tant qu'à faire passer un message, tu dis que tu aimes beaucoup diversifier tes outils, tes façons de faire, tes formats. Tu es aussi un conférencier. Est-ce que tu peux en parler? Alors, oui, dans le domaine de la conférence, déjà à la base, il y a quelqu'un déjà, non seulement un de mes contacts, qui avait vu que je faisais quand même de la danse. Il m'a dit, sers-toi-en dans ce que tu fais. Je lui ai dit d'accord. À la base, je n'avais pas d'idée. Je me suis dit, pourquoi pas m'en servir dans les conférences? Parce que c'est vrai, comme je suis quelqu'un qui, à la base, aime beaucoup la scène,
et que j'aime beaucoup en même temps intégrer différents trucs, je me suis dit pourquoi pas faire un mélange entre les deux, la conférence et la danse. Parce que conférence et danse, ça sonne très bien. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un mélange avec les deux. Et bah oui, en même temps, j'ai commencé les conférences pour pouvoir ensuite faire une petite transition. J'ai commencé les conférences déjà décembre dernier. C'est l'une des premières que j'ai faites. En fait, ça s'appelait le Congrès des alchimistes passionnés. C'était sur Paris. Et j'ai eu l'occasion justement de faire d'appliquer mon idée, déjà de parler de mon parcours avec la dépendance affective et de partager surtout l'ingrédient qui est lié à la danse et d'avoir dansé également à cette même occasion. Et le message s'est très bien passé, il y a eu de très beaux feedbacks et quelque part ça m'a permis non seulement de continuer à persévérer dans cette idée-là et de pouvoir créer davantage d'impact de plus en plus. Je ne me contente pas non plus du minimum, je continue toujours à apprendre et je me forme aussi à travers différents conférenciers professionnels parce que je vais essayer de pas essayer, mais je vais professionnaliser également ce domaine de conférencier pour en même temps rester aussi dans le cadre inspirationnel. Parce que comme je disais tout à l'heure, je disais que je suis quand même coach inspirationnel, j'inspire les personnes à vraiment se connecter à eux-mêmes et vraiment exprimer ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux et de pouvoir après vraiment être en connexion avec ce qui est important pour eux pour vraiment ensuite être heureux parce qu'on cherche tous à être heureux, on cherche tous à vivre dans le bonheur. Quelque part, on veut être à son propre service. On ne peut pas passer après le restant de notre vie à être au service de l'extérieur. Bon, on ne va pas non plus après jusqu'au côté péjoratif, mais plutôt être vraiment dans le bon sens selon chacun. Quand je dis bon sens, bien sûr, c'est en fonction de chacun de nous. Après, comme je dis, après l'aspect du bon sens, c'est relatif. C'est pour ça qu'après je dis ça. Mais après, pour revenir dans le domaine de la conférence, c'est surtout faire véhiculer mon message, mon existence et de comment je suis parti pour pouvoir inspirer les gens qui vont m'écouter et de faire passer bien sûr mon message à travers le verbal, mon énergie, la danse et en même temps j'ai un autre atout aussi et c'est aussi dans lequel je suis de plus en plus confortable, c'est le fait de parler en anglais parce que l'anglais je le parle, c'est quasiment ma deuxième langue et je le travaille de plus en plus et je me vois aussi le faire dans les pays anglophones et même quasiment international. Et j'ai aussi des ambitions dans le domaine de la conférence. Et c'est surtout dans ce domaine-là. Très bien. Alors, tu as déjà de très grandes ambitions et tu vois déjà plus loin. Ouais. Bah déjà, à travers les feedbacks que j'ai eus, il y en a qui m'ont vu quasiment visionnaire. Alors que pourtant, ce qui est drôle, c'est que je me suis connecté à beaucoup de gens qui sont visionnaires. Des gens, les Steve Jobs, les Elon Musk, que ce soit même les plus grands hommes qui ont quasiment révolutionné le monde. Je me suis beaucoup connecté à ce genre d'énergie. Et comme quoi que ça ne trompe pas, en général, quand on est vraiment connecté, on s'attire à soi vraiment les circonstances. Oui, d'ailleurs, on dit aussi que lorsque l'apprenant est prêt, le maître arrive. Absolument. Ah, Tu vas pouvoir te l'approprier. Absolument. Ah, ça y est, c'est déjà fait. Voilà, tu vas pouvoir l'intégrer à tes conférences parce que c'est vraiment ça que tu fais aussi. Alors, on ne sait pas, peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir une forme de partenariat ou une forme de interconférence, intercontinent, ou je ne sais pas trop. Ah, je suis partant. Oui, ce serait vraiment génial. Absolument. Superbe. Hey Nassim, ça a été une superbe entrevue. J'ai du plaisir du début à la fin, sincèrement, puis j'ai adoré, ça coulait de source, c'était vraiment bien. Merci beaucoup à toi, Nancy. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'humilité que je te partage. Je te fais part de mon expérience, de ma vie, de mon vécu. En tout cas, c'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir. En tout cas, en espérant que ça puisse apporter aux gens qui nous écoutent. En tout cas, qui se sentent libres également d'aller sur mon site www.nassimkher.com. Toutes les informations sont là. En tout cas, s'il y a encore des questions, des suggestions, en tout cas, qui se sentent libres après de les poser. En tout cas, c'est avec beaucoup d'humilité. Beaucoup de gratitude à toi, Nancy. En tout cas, ça fait vachement plaisir de partager à travers cette interview. C'était très plaisant. Alors moi, je vais mettre ton lien en dessous de la vidéo, que les gens puissent aller voir ton site web. Et je te laisse le mot de la fin pour que tu puisses vraiment t'exprimer. Alors là-dessus, je te remercie. Avec beaucoup de gratitude. En tout cas, si j'ai un mot de la fin, en tout cas, la confiance, ça se développe, l'estime, ça se développe et ça va de pair. Et en tout cas, si ce que vous faites, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça part toujours d'une bonne intention. Donc, persévérer, continuer et surtout,
Il est là, le cœur. Il n'est pas à l'extérieur. Parfait, j'adore ça. Alors là-dessus, je te remercie énormément et ça sera pour une prochaine. Merci à toi, Nancy. Au plaisir, en tout cas. Merci, une belle fin de soirée à toi. Agréable soirée. Au plaisir. Merci. Merci, à bientôt.